Et en quelques minutes, vous expliquer pourquoi, pourquoi nous avons développé la cryoablation à Grenoble par rapport à la radiofréquence dans l'ablation de la fibrillation auriculaire paroxystique. Parce que j'ai une flèche, voilà, j'ai une flèche là. Qui est-ce qui fait de la cryoablation de la FA en Tunisie? Je ne sais pas s'il y a des centres déjà, pas encore, hein, d'accord. Oui, ouais, voilà. Exactement. Voilà, alors, vous savez que l'ablation de la fibrillation auriculaire consiste à l'isolation des veines pulmonaires, et on sait quand même que, bien que Philippe nous a démontré que c'était parfaitement faisable avec la radiofréquence, que c'est pas si facile que ça, qu'il faut faire du point par point, qu'il faut des cathéters qui soient stables, qu'on est maintenant aidé par des cathéters qui utilisent la force de contact, mais que c'est toujours un challenge d'aboutir à des lésions parfaitement stables, à isoler les veines avec des lignes comme dessinées ici, et qu'on est aidé pour cela avec les systèmes de cartographie, que ça prend parfois du temps. L'ablation idéale, c'est une ablation qui doit être vraiment rapide, puisqu'on a de plus en plus de patients qui nous sont adressés. On doit essayer d'isoler les veines et que ce soit un traitement définitif en une procédure. On doit avoir peu besoin de la fluoroscopie. Si possible, ne pas avoir besoin de systèmes de mapping additionnels qui vont utiliser du temps, et ça doit être sûr. Et je crois que la cryoablation, c'est quelque chose qui est bien adapté à l'ablation de la fibrillation auriculaire. Alors, jusqu'à maintenant, on avait peu d'études et on était un peu dans la phase émergée de l'iceberg. Et maintenant, on a un certain nombre de séries. Et quand vous lisez la littérature, tous les mois dans les revues rythmologiques, il y a des articles qui sortent sur la cryoablation. Il y en a de plus en plus. J'ai encore vu regarder Earth Rhythm le mois dernier, où il y a 2 ou 3 articles sur la cryoablation. Donc c'est quand même quelque chose qui maintenant est basé sur des preuves. Il y a de plus en plus d'études sur la cryoablation de la fibrillation auriculaire. Alors, la physiopathologie de la cryoablation, c'est basé sur des études histologiques qui sont déjà anciennes, des études canadiennes notamment, qui avaient montré des différences concernant les lésions. Ici, vous avez une lésion de cryoablation et une lésion de radiofréquence ici, c'est chez l'animal. Vous voyez que la lésion de cryoablation, c'est une lésion qui est extrêmement délimitée. Il n'y a pas de thrombus en regard, il y a une fibrose avec un endocarde intact. En tout cas, c'est des lésions qui sont extrêmement séduisantes au niveau tissulaire, et on peut penser que des lésions comme ça, c'est des lésions qui sont vraiment contiguës quand on fait des lésions en une fois, et qui entraînent très peu de risque de passage de l'influx, de gap. Alors, comment on fait cette cryoablation? Nous, on réalise toujours un scanner des veines pulmonaires auparavant pour obtenir une anatomie des veines. On utilise la plupart du temps, pratiquement dans 100% des cas, ce gros ballon qui est le ballon de 28 mm qui entraîne une isolation large et qui correspond à peu près aux isolations larges qu'on obtient avec la radiofréquence. Vous avez ici la console de cryoablation, et vous avez ici ce qu'on voit sur l'écran de la console. Alors on utilise ce matériel, on utilise ce ballon, et au bout du ballon est inséré une sorte de lasso qui s'appelle le cathéter Achieve, et qui permet d'obtenir des potentiels d'une excellente qualité pour visualiser en temps réel, la plupart du temps, l'isolation des veines pulmonaires. En plus, on se protège, on fait assez peu de scopie, mais on se protège avec une cabine, comme nous l'avait montré l'équipe bordelaise. Et on a face à nous, on a le scanner et puis les potentiels en temps réel. Alors, voilà ce qu'on fait, hein, c'est la technique. La technique, c'est de bloquer le flux dans la veine pendant l'inflation et pendant l'application du froid avec ce ballon qu'on va positionner au niveau de l'ostium de la veine pulmonaire. On va opacifier la veine pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite, parce que le but c'est qu'il n'y ait pas de fuite. Et il faut d'abord avoir un certain contact en poussant le ballon et la gaine pour absolument se coller au niveau de l'ostium de la veine pulmonaire, et pour obtenir une lésion d'emblée circonférentielle. Et puis on contrôle avant-après avec ce cathéter multipolaire. Vous avez un exemple ici, c'est souvent des très hauts potentiels. Vous avez le potentiel de la veine pulmonaire ici, puis au bout de 30 secondes, on voit disparaître ce potentiel. La même chose ici au niveau de la veine,
pulmonaire inférieur gauche, et on sait maintenant que plus l'isolation est rapide, en dessous de 40 secondes, plus la lésion est définitive et probablement moins il est nécessaire de réaliser une ablation complémentaire. Ici, vous avez des potentiels qui sont dissociés au niveau de la veine pulmonaire, c'est la veine pulmonaire supérieure droite, et en moins de 30 secondes, et c'est là que la lésion est définitive. Et vous voyez ici le début d'une procédure de cryo avec les potentiels dans la veine. Vous avez le potentiel de l'oreillette, le potentiel de la veine derrière. Vous voyez une augmentation progressive du temps de conduction entre l'oreillette et la veine. Avec ça s'allonge, ça s'allonge. À 20 secondes, on a déjà ce qu'on peut appeler un bloc du premier degré dans la veine. Et puis on voit progressivement s'allonger le temps de conduction jusqu'à voir disparaître et se dissocier le potentiel de la veine pulmonaire. Et là, on a isolé la veine pulmonaire. Voilà. Alors, il y a un certain nombre d'études qui nous prouvent que la cryoablation c'est efficace. Ça, c'était la première série qu'on avait publiée avec un taux de succès indemne de fibrillation auriculaire de 76%, d'à peu près 70% à un an. Tous les patients n'étaient pas sans antiarythmique. Il y a une étude randomisée versus les médicaments. C'est l'étude STOP-AF. Vous voyez que si on compare en randomisant entre les médicaments et la cryoablation, c'est extrêmement efficace et ça valide cette procédure dans l'isolation des veines pulmonaires. Il y a une méta-analyse que vous avez ici qui reprend un certain nombre d'études avec la cryoablation. On voit que dans la FA paroxystique à 1 an, on a des taux de succès qui sont aux alentours de 70% et qui correspondent aux taux de succès qu'on a avec la radiofréquence. Avec ça, c'est dans la paroxystique. Dans la persistante, c'est moins bon, c'est pas tout à fait la technique, encore que il y a des études qui vont débuter dans la persistante, je dirais d'assez courte durée, de moins de 6 mois ou de moins d'1 an avec la cryoablation, parce que vous avez vu que les lésions sont très larges et on peut penser que ça a une certaine efficacité. Les complications avec la cryoablation, on retrouve à peu près les mêmes complications, probablement moins importantes qu'avec la radiofréquence, sauf il y a une complication spécifique qui est la paralysie du nerf phrénique droit lorsqu'on isole la veine pulmonaire supérieure droite, qui dans les études, on retrouve un taux d'à peu près 5 à 7% de paralysie du nerf phrénique droit. Je vous expliquerai qu'on peut l'éviter en stimulant la veine cave supérieure pendant l'isolation de la veine pulmonaire supérieure droite. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est toujours réversible en quelques mois. Les tamponnades, dans les séries, il y en a moins qu'avec la radiofréquence, mais je crois que dans toute équipe, avec une certaine habitude, ces tamponnades, elles disparaissent, en tout cas dans l'ablation de la FA paroxystique. Les sténoses des veines pulmonaires, alors j'en reparlerai, il est clair que ça a pratiquement disparu avec la radiofréquence. Avec la cryoablation, ça n'existe quasiment pas. Il y a eu quelques cas décrits, notamment dans STOP-AF, mais c'est également extrêmement rare. Une autre complication spécifique qui a été vue avec la radiofréquence, qui est les fistules atrio-œsophagiennes. On disait que c'était inexistant avec la cryoablation. Il y en a eu quand même quelques-unes, mais quand on retrouve, et ça c'était ce qui avait été rapporté dans les diverses études concernant les fistules atrio-œsophagiennes, il y en a eu 2 ou 3 avec la cryoablation, mais à chaque fois, et quand on prend les cas cliniques de fistules, c'était des températures trop froides ou des patients qui avaient eu trop d'applications, trop d'applications au niveau de certaines veines et des traitements qui étaient trop prolongés. Donc c'était vraiment dans certains cas bien spécifiques, mais c'est des complications qui sont absolument exceptionnelles. Alors, concernant d'autres complications comme les embolies, on peut penser qu'il y a moins de risques emboliques avec la cryoablation. Ça, c'est 2 séries qui avaient été rapportées, la série de Gaeta et la série c'est l'équipe de Thomas Sarens à Bad Kreuznach, qui avait comparé diverses les lésions cérébrales par IRM, lésions cérébrales asymptomatiques avec une technique que Philippe a décrit, le PIVAC, enfin dont il a parlé, le PIVAC, la RF irriguée et la cryoablation. On a, semble-t-il, un peu moins de lésions cérébrales avec la cryoablation qu'avec la radiofréquence standard. La paralysie du nerf phrénique, rapidement, je crois qu'on peut pratiquement l'éviter en stimulant
la veine cave supérieure et en créant le hoquet pendant la cryoablation, c'est pas très confortable, mais ça permet de prédire la survenue d'une paralysie phrénique. Il y a des techniques qui ont été décrites, notamment par Frédéric Franceski de Marseille, en enregistrant le potentiel du nerf phrénique en mettant une sonde dans la veine sushépatique, et on voit la diminution de ce potentiel diaphragmatique avant même que survienne une paralysie définitive. Donc ça a été décrit. Il a même été décrit sur le plan histologique les lésions du phrénique, et en fait ces lésions du phrénique, quand on arrête la cryo dès que survient une diminution de la contraction du phrénique, c'est une lésion qui n'est pas définitive. Il y a une démyélinisation extrêmement partielle du nerf, et on comprend que cette lésion va disparaître au bout de quelques semaines ou quelques mois, et donc ce n'est absolument pas définitif. Je vais peut-être passer là-dessus sur le phrénique. On a maintenant un certain nombre de séries sur le long terme avec la cryoablation. Ça, c'est la série des centres allemands, avec un suivi au long terme, avec un suivi à plus d'un an, à 2 ou 3 ans même. Et on voit des taux de succès qui persistent aux alentours de 75% avec la cryoablation. Donc ça paraît quand même une technique qui est très séduisante concernant les résultats. Et vous avez ici les complications. Les paralysies du nerf phrénique qui sont rares dans cette série au fur et à mesure où on a une certaine habitude de l'emploi de cette technique. C'est à peu près la seule complication spécifique, je l'avais dit. On avait, nous, refait le suivi de nos patients avec un suivi ici qui était, je crois, à 24 mois, avec des taux de succès qui étaient aux alentours également de 75%. Je vous avais parlé tout à l'heure de quelques problèmes techniques, notamment on voit en temps réel l'isolation avec le cathéter qu'on a dans la veine, et on sait maintenant que plus le temps avant isolation est précoce, plus la lésion est définitive, et on considère qu'il faut que l'isolation soit réalisée en moins de 60-70 secondes pour que l'efficacité soit absolument optimale. Les évolutions de la cryoablation, on a maintenant des ballons de dernière génération. Vous aviez ici ce ballon de première génération où en fait le froid était appliqué uniquement sur si on compare à la Terre, entre l'équateur et le tropique, c'est-à-dire sur une zone assez limitée, en tout cas pour que la cryo soit la plus puissante. Et maintenant on a un ballon qui est plus efficace, où le froid est appliqué de façon totalement harmonieuse sous tout l'hémisphère, et l'isolation est beaucoup moins dépendante de la position du ballon en regard de l'ostium de la veine pulmonaire. Vous avez ici ce nouveau ballon avec beaucoup plus de pores qui vont injecter le froid, et ça permet de répartir donc de façon beaucoup plus harmonieuse ce froid. C'est ce qu'on appelle l'Arctic Front Advance. Et cette seconde génération, maintenant, on commence à avoir des études qui sont publiées pour valider cette technique. Et comme le dit cet édito très récent, c'est probablement encore une marche en avant concernant l'efficacité de la cryo. Et vous avez ici quelques séries comparant la première génération à la seconde génération. On voit que le temps avant isolation en rouge foncé, c'est avec le nouveau ballon, c'est beaucoup plus rapide. Les temps de procédure sont plus rapides, les temps de scopie sont également moins importants. Quelques études comparent déjà cette deuxième génération avec la première génération, et on voit que les succès de procédure sont plus importants, et l'absence de récidive à long terme également est plus important. Je vais peut-être passer là-dessus puisque c'est un peu la même chose. On pourrait penser qu'avec le nouveau ballon, il y ait plus de paralysie phrénique, mais en fait, avec l'expérience de chacun, il y en a peut-être quelques-uns en plus. Ici, les paralysies phréniques dans une série qui compare le ballon de première génération et le ballon de seconde génération, avec des temps de procédure beaucoup plus courts, avec des températures plus froides, mais en fait, il n'y a pas finalement beaucoup plus de lésions phréniques avec ce nouveau ballon. Il y a même des conseils concernant les positionnements du ballon au niveau de l'ostium de la veine supérieure droite, en étant très externe, en étant très ostial. Le ballon ne doit pas du tout être à l'intérieur, pour éviter ce risque du phrénique. Quelques études également nous proposent de réduire encore les temps de procédure
Il y a des études qui comparent l'application. On applique 4 minutes de froid. On pourrait peut-être appliquer des temps plus courts, 2 minutes, avec pas de différence. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'évolutions pour essayer de simplifier les procédures, qu'elles soient plus rapides tout en obtenant les mêmes taux de succès. Et puis pour terminer, quelques études sur le suivi avec ce ballon de seconde génération. C'était publié il y a quelques semaines. L'équipe de Pedro Brugada, Jean-Baptiste Kierkia, avec des taux de succès également aux alentours de 80%, indemne de récidive à 1 an avec ce nouveau ballon. Et également quelques études, notamment cette étude turc, d'un centre turc à Lyoto. Philippe a parlé tout à l'heure des techniques de dénervation. On dénerve également avec la cryoablation parce qu'on isole de façon extrêmement ostiale. Et en fait, on obtient très souvent des pauses prolongées, parfois impressionnantes avec la cryo. Et on sait maintenant que si on a une pause par rapport à l'absence de pause, les taux de succès sont également différents. Et ça correspond à également une sorte de dénervation au niveau de l'oreillette gauche. Je vais peut-être passer là-dessus et terminer par, parce qu'on est un peu en retard, terminer par ce qui a été présenté très récemment à HRS, congrès américain, là, il y a quelques semaines. Une équipe anglaise a comparé en fait 3 techniques. La radiofréquence large avec la carto, RF irrigué, la cryo seule et une technique combinée, c'est un peu curieux, mais combinée, associant d'abord la RF et complétée par la cryo. Et en fait, on voit, et c'est la première étude qui le montre, que, semble-t-il, ils ont un succès plus important et le petit p est significatif avec la cryo par rapport à la radiofréquence. C'est en tout cas la première étude qui montre une supériorité, qui semble montrer une supériorité à la cryo. Et quand on ajoute les deux, il n'y a pas le petit p non significatif entre une technique combinée beaucoup plus lourde et la cryoablation. Alors voilà ce que je voulais dire concernant cette cryoablation. Vous voyez que c'est une technique sûre, efficace. Ces résultats sont au moins équivalents à la radiofréquence, peut-être que si d'autres études, puis il y a une autre étude qui est en cours qui s'appelle Fire and Ice et qui compare la radiofréquence et la cryoablation. En tout cas, c'est au moins équivalent et ça peut être employé comme thérapeutique de première ligne pour la fibrillation auriculaire paroxystique réfractaire aux antiarythmiques. Nous, on ne fait pas de sélection des patients, on ne fait pas de sélection par rapport au scanner, on peut appliquer la cryoablation quelle que soit l'anatomie et on a de nouveaux ballons qui simplifient la procédure. Le cathéter multipolaire qui s'appelle Achieve également simplifie la procédure.